Super. C'est parti. Donc, bienvenue à vous. Je suis ravie aujourd'hui de pouvoir accueillir Sergio Della Bernardina. Et je vais vous dire quelques mots un tout petit peu et sur lui et sur la teneur de cette proposition pour aujourd'hui. Puis je lui passerai la parole. Donc, Sergio Della Bernardina est anthropologue, professeur émérite à l'Université de Bretagne occidentale. Il est membre du laboratoire d'anthropologie politique, HSS-CNRS. Et depuis de nombreuses années, il enquête sur un tout petit peu les différentes nuances du rapport au sauvage dans le Piémont. Il a aussi publié une série d'ouvrages qu'il a consacré à l'anthropologie de l'animal. Et en filigrane à ses enquêtes, il interroge aussi toute la question de la transformation de la façon, en fait, du débat scientifique et comment en fait le débat scientifique interroge et se transforme au cours du temps sur l'objet et les méthodologies de l'anthropologie. Et il anime aussi un blog qui s'appelle L'animal comme prétexte et je vous encourage à aller le voir de temps à autre parce qu'il est très très savoureux. Et en fait, il a collaboré à notre projet de publication et d'exposition Présence. Il a écrit dans la publication Présence, les loups sont revenus, un article qu'il a intitulé Sacré loup et loup sacré. Vous l'avez vu, je pense que c'était tout. Non, une compassion à géométrie variable. Ah oui, c'est vrai. C'est beaucoup plus joli. En fait, dans la façon qu'on a de travailler ici au musée de Bagne, vraiment la publication, elle est vraiment développée et il y a un lien très très fort entre les deux parce que en fait, dans l'exposition, on essaye de matérialiser les propos et les différentes pensées qui sont publiées, éditées dans la publication. Donc, on n'a pas pu quelque part se nourrir de l'article qu'il avait écrit, mais j'ai lu l'ouvrage Faut que ça saigne, et c'est vraiment partant de cet ouvrage-là, ça a nourri aussi le scénario de l'exposition, et ça a surtout nourri aussi une œuvre que vous voyez présentée dans l'exposition, qui est l'œuvre de Pascal de Snarclan, artiste, qui est là avec nous aujourd'hui, qui est là avec sa collaboratrice Armelle Veil, qui est sociologue, qui a travaillé aussi avec elle pour la partie collaborative de son œuvre. Et donc Pascal de Senarclan s'est aussi nourri en fait de cet essai « Il faut que ça saigne ». Et au départ, c'était ça l'idée en fait de la rencontre, c'était d'inviter Sergio Della Bernardina, Armelle et Pascal et d'avoir une rencontre informelle. Mais Sergio a proposé très très généreusement de nous faire une présentation, raison pour laquelle j'ai pu vous inviter à cette intervention-présentation. Donc je vous remercie aussi vous d'avoir répondu présent. Et aujourd'hui, en un temps donné, Sergio va nous présenter un propos autour de sa dernière publication, l'invention du chasseur écologiste, qui n'est pas encore sortie, qui va sortir en septembre, mais que vous pourrez noter en rouge dans votre liste d'achat. Donc maintenant, je lui passe la parole. Merci. Et puis ensuite, il y aura des petites questions. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il est en train de filmer. Est-ce que ça dérange quelqu'un qui filme l'entier de son intervention, y compris vos questions? Non. Voilà. Donc à la fin, il va aussi revenir un tout petit peu, il va faire un retour sur... très rapide. Très rapide. Sur la question des loups. Justement, merci beaucoup. Et donc, je n'ai pas réussi à relire complètement mon texte. Donc, je ne sais pas combien il est long. Mais je vous assure qu'à un moment donné, je vais arrêter. Donc, lorsqu'on a le sentiment que j'en ai dit assez, je vais peut-être couper quelque chose. Et donc, peut-être il faut un préambule, dans le sens que je ne sais pas si tout le monde connaît la notion de tournant ontologique. C'est très à la mode en France. Non, le tournant ontologique, c'est tout simplement le fait que les anthropologues qui ont travaillé dans d'autres pays très longtemps
sont rendus compte que la manière d'imaginer les frontières entre les êtres n'est pas la nôtre, forcément, c'est une évidence. Et donc qu'il y a d'autres manières, plutôt du côté de l'animisme, du totémisme. Un autre serait ce qu'on appelle le naturalisme, et ça a plu beaucoup. Et donc, désormais, même les étudiants qui se lancent dans des thèses sont, je ne dirais pas obligés, mais enfin, sont très contents d'utiliser ce langage où ils parlent de collectif, l'être humain d'un côté, de l'autre côté, il ne faut plus dire les animaux, il faut dire les non-humains, ou les autres que humains. Il y a cette idée d'un collectif, donc les frontières ontologiques se sont vraiment réduites beaucoup, et ils ont disparu pratiquement, parce que le collectif implique que tout être, même non humain, et même tout objet finalement, d'une manière ou de l'autre, rentre dans un dialogue, dans une communication, et doit être traité donc comme un interlocuteur, quoi, tout simplement. Donc vous voyez, c'est une révolution. Et donc les gens, les étudiants et les chercheurs passent leur temps à dire ici il y a du totémisme, là les paysans sont plutôt animistes, machin. Donc ça prend un peu cette forme-là, ça devient un jeu très intéressant parce que ça remet en cause nos catégories à nous. Et en même temps, voilà, puisque je vais finir sur ça, il fallait que j'explique un peu quel était le cadre. Alors l'autre élément contextuel est lié à la parution récente d'un certain nombre d'ouvrages consacrés à la mort des animaux et comme ça, dans lequel le chasseur est présenté un peu comme il aimerait qu'on le présente, c'est-à-dire le chasseur, en France c'est l'histoire, le premier écologiste de France, c'est comme ça qu'il s'est présenté, et donc les gens ont beaucoup polémiqué autour de ça, et les chasseurs de leur côté insistent sur le fait qu'ils ont effectivement des compétences, un intérêt pour l'environnement naturel qui ne date pas d'aujourd'hui, etc. Ce qui est vrai aussi. Mais voilà. D'après ces chercheurs, ce qui ressort aujourd'hui, ils ont mené des entretiens un peu partout, notamment en France, il semblerait que c'est vrai, le chasseur écologiste, le chasseur rural a toujours été aussi sensible à la question de l'environnement. Moi, ça fait 40 ans que je mène des enquêtes, donc je les ai menées dans les Alpes vénitiennes, de Vénétie, dans les Alpes piémontaises, dans le Briançonnais, en Corse, donc j'ai quand même en Toscane, enfin j'ai une palette très vaste de terrains ethnographiques que j'ai investis, et les matériaux dont je disposais ne vont pas du tout dans cette direction-là, dans le sens que, alors c'est sûrement vrai que les propriétaires des réserves de chasse, les chasseurs, disons, pour qui c'est vraiment un choix, et aussi, souvent, c'était aussi des propriétaires terriens, ont toujours cherché à préserver leur gibier, c'est évident, et évidemment, ils avaient aussi des compétences relatives à la gestion du gibier. Mais la ruralité, le chasseur rural n'est pas ce bon sauvage dont on nous parle, parce que sa manière de penser le rapport à l'animal était complètement lointaine de cet horizon-là. Alors, peut-être que je vais voir si j'arrive à ne pas me servir de mon texte, c'est encore mieux. Donc, voilà. Lorsque je me suis... Alors, j'ai commencé mes enquêtes dans la région, justement, du Piémont italien, dans les vallées vaudoises du Piémont, donc pas très loin d'ici, finalement, à vol d'oiseau. Et là, c'était vraiment des chasseurs ruraux par définition, quoi. Donc, ce que j'ai pu voir, alors, la première chose que j'ai constatée, c'était l'existence, ça fait 40 ans, donc, de deux types de chasse au chamois, qui étaient encore possibles, disons, qui se faisaient un peu concurrence à cette époque-là. Donc, d'un côté, il y avait la chasse en battue. On pouvait encore utiliser, c'était la fin
des fusils à canon lisse avec des chevrotines. Donc, ça marchait comme ça. Les chasseurs se mettaient dans les cols, notamment les plus âgés peut-être. Enfin, il y avait un choix. Et ceux qui savaient bien tirer, voilà, enfin. En bas, il y avait des rabatteurs qui faisaient un boucan d'enfer, sorte de charivari si vous voulez. Les chamois montaient vers le col et les chasseurs tiraient sur les chamois, évidemment. Et dans un cadre de ce type-là, faire la différence sur un chamois qui court entre un mâle, une femelle, un petit, c'est pratiquement impossible. Donc, ils tiraient sur tout ce qui passait, quoi, tout simplement. Et donc, de l'autre côté, en revanche, il y avait cette chasse qui existait déjà un petit peu, c'est-à-dire il y avait déjà des solitaires, hein, même dans la tradition locale, mais la chasse qui s'inspirait plutôt de la tradition mitteleuropéenne était la chasse justement à l'affût, avec les fusils à canon rayé, enfin, vous connaissez très bien ces choses-là, naturellement, avec la lunette, la sélection. Donc on choisit l'animal, on cherche à ne pas pénétrer justement de façon bruyante dans la forêt pour ne pas déranger l'ordre naturel, si vous voulez, d'un certain point de vue. Théoriquement, on est censé foudroyer d'un coup de fusil le chamois qui ne saura même pas qu'il passe de l'autre côté. Et donc, c'est le top, quoi. Donc, sur le plan écologique, et en plus, on a choisi le sujet qui devait être tué parce qu'il était trop vieux, parce qu'il était malade, enfin, voilà, je ne rentre pas trop dans les détails. Et donc, évidemment, c'était les chasseurs d'origine urbaine, notamment, qui avaient eu la possibilité de chasser dans ces régions, étaient les premiers à insister dans cette chasse qui est devenue désormais la seule chasse qu'on puisse pratiquer, dans le sens où on ne peut plus pratiquer, poursuivre des animaux sauvages en tirant comme ça, en les arrosant de chérotines, si vous voulez. Alors, ce qui m'intéressait dans cette question, c'était un peu la question des racines écologiques, si vous voulez, des racines historiques aussi de cette sensibilité. Et donc, on sait que l'écologie vient du nord de l'Europe, quand même. Hein, et le sentiment écologiste s'est développé plus tard dans le sud, pour des raisons différentes que je ne peux pas aborder ici, mais enfin, c'est une évidence. Et donc, je me demandais aussi à l'époque s'il n'y avait pas un lien entre le protestantisme et le sentiment de la nature. Mais je n'étais pas le seul, hein, parce qu'il y avait un très bel ouvrage, un article plutôt de Jean Viard, qui s'appelait justement Protestante, la nature. Vous voyez, il avait déjà compris, il y a une cinquantaine d'années, qu'il y avait cette possibilité d'interpréter les choses comme ça. En tout cas, moi, à l'époque, parce qu'on fait semblant on cherche à être neutre, c'est ce qu'on nous demande de faire chez les ethnologues. Après, seulement ceux qui sont les plus neutres sont les plus hypocrites, tout simplement. Sauf que c'est quelque chose de très difficile à garder. Et moi, à l'époque, j'étais plutôt passionné, j'étais convaincu de la moralité de cette chasse de sélection à l'allemande, si vous voulez, et à l'immoralité de cette chasse hédoniste. D'ailleurs, mon article s'appelait Hédoniste et ascète à la chasse aux chamois dans les Alpes, parce que d'un côté, il y a cette envie de tout détruire, je prends tout, et même les représentations du chasseur allaient dans ce sens-là. De l'autre, il y avait cette idée de la sobriété du chasseur nordique. Donc, voilà, j'avais ça à l'esprit. Et je pensais donc qu'il y avait une certaine immoralité. Et je tombais dans certains stéréotypes un peu évolutionnistes, comme quoi, même sur le plan moral, il y a un passage des manières archaïques, brutales de penser le rapport à la nature vers quelque chose de plus évolué, de plus civilisé. Et après, je me suis rendu compte, en menant mes enquêtes, que même cette chasse en battu, disons tout simplement, avait son éthique. C'était une chasse... le chasseur prétendait, il disait, mais moi, si je dois tirer sur un animal qui ne sait pas qu'il va mourir,
qui n'est pas prévenu et qui cherche à quand même, si je dois lui tirer ça, l'éliminer comme ça, je trouve que c'est quelque chose de profondément, un acte de lâcheté, quelque chose de profondément injuste. Donc, bon, chaque chasseur a après ses stratégies de justification. Donc, ce n'est pas qu'une moralité soit plus importante, plus significative que l'autre, mais il s'avère que je me suis rendu compte qu'il y avait deux logiques. Mais cette logique du tout et tout de suite du chasseur rural s'expliquait autrement, dans le sens que il faut se rappeler le mode de production typique de ces régions-là. Là, c'était des éleveurs, et des agriculteurs, des bergers, et leur rapport à la nature était celui d'une société qui privilégie les domestiques sur les sauvages. À tel point que la défense des pâturages devient quelque chose d'important. Moi, j'ai retrouvé des articles dans la région des Dolomites, d'où je viens, qui concernent justement la chasse aux chamois, et les gens du coin se plaignent en disant, écoutez, on ne peut pas faire circuler nos chèvres, nos moutons pour protéger l'environnement, et on nous empêche de chasser les chamois. Enfin, et cette idée de nuisible était prioritaire, si vous voulez, dans la manière de penser le rapport aux animaux. Donc, qu'est-ce que c'était qu'un animal dans cette société-là, d'animal sauvage? C'était d'abord un nuisible, après c'était aussi un don du bon Dieu, et donc une ressource gratuite, spontanée, qu'on pouvait prélever. Et voilà. S'il y en a, je les prends comme les champignons. Cette année, il y a un bel arrivage de chamois, je le prends. L'année prochaine, il y en a plus, tant mieux, parce que ce n'est pas indispensable. Et donc, c'est comme ça que, je ne sais pas, on va en parler peut-être plus tard, c'est comme ça que, par exemple, dans les années 50, dans toutes les régions dont je suis en train de parler, en Italie, mais même en France, les chamois étaient réduits à un nombre extrêmement réduit, les bouquetins encore pire, et on ne va même pas parler de chevreuils et de cervidés, de cerfs qui sont revenus en grande quantité, mais bien plus tard. Alors, ceux qui sont à l'origine, je parle toujours de l'Italie et de la France, hein, ceux qui sont revenus après de façon absolument... il y a eu une explosion en Italie, ce sont les cerfs et les chevreuils qui ont augmenté de façon absolument même inquiétante, notamment pour les motards. Enfin, mais il y a, je ne sais pas, dans la région des Dolomites, là, il y a au moins 30 000 cerfs, oui, ce sont des quantités extrêmement, je dirais, extravagantes. Mais donc, ceci pour dire que, mais alors, pourquoi il y avait il y a eu ce changement? Parce qu'à partir des années 50, les choses ont changé énormément. Parce que les chasseurs n'étaient plus les mêmes, les conditions économiques n'étaient plus les mêmes. Il y a eu l'exode rural. Et les gens sont partis des campagnes là pour venir chez vous en Suisse, pour aller en Allemagne. Et là, ils ont appris justement des techniques de gestion qui étaient inhérentes à cette culture-là. Leur rapport à la terre n'était plus la même, leurs conditionnements économiques non plus. Donc lorsqu'ils sont revenus, ils sont revenus avec une mentalité de gestionnaire d'un système qu'on pourrait appeler agro-silvo-pastoral, ou même la silva, donc la forêt, a son importance. Et donc le gibier commence à être considéré comme un bien, et non pas comme dans le droit romain de la res nullius. Ce n'est pas quelque chose qui n'appartient. Vous voyez, déjà dans le droit romain, qualifié de res nullius, le gibier, ça veut dire que ça n'appartient à personne. Pourquoi? Parce qu'on s'en fiche. Et donc, alors que dire que c'est une ressource change complètement la manière de voir les choses. Donc, ces chasseurs sont revenus. Et là, moi, j'ai assisté au phénomène qui donne le nom à mon bouquin. C'est-à-dire, j'avais mené mes enquêtes et les vieux chasseurs de l'époque parlaient de leur passion. Alors cette passion-là, c'était une passion
effréné, du genre moi je suis d'abord un chasseur. Vous voyez, cette rhétorique romantique typique aussi de la littérature française, comme Genevois, Arabolio, hein, c'est ces personnages qui, la nuit, ils sont appelés par une voix, la fièvre, le Jagdfieber, là, dont parle Bertrand Hell, sont habités par ce désir, cette impulsion, ils s'en fichent, bonjour, de la protection du gibier, etc. C'est autre chose. C'est le libre chasseur des chants, de la musique romantique aussi. Et donc, en Italie, il y a la formule pour dire ça, c'est cacciatore sfegatato. Non, ça vient du mot foie, le foie, qui a les tripes, quoi. Enfin, c'est l'idée que c'est une passion débordante. Donc, et il était bien fier de cette passion, qui était quelque chose qui les caractérisait, même comme humainement, si vous voulez. Et bien, quelques années plus tard, 20 ans plus tard, ces gens sont revenus des endroits où ils travaillaient en vendant des glaces ou des choses comme ça. Ils ont fait fortune dans les pays allemands. Et lorsqu'ils sont revenus, ils étaient devenus des Allemands, quoi, d'un certain point de vue. Permettez-moi de faire de la caricature, mais donc dans le sens que ils avaient, même sur le plan vestimentaire, ils avaient pris l'habitude de s'habiller à la tyrolienne, à la bavaroise, non, alors qu'ils n'étaient pas du tout comme ça. Mais ce qui m'a intéressé dans ce phénomène, c'est qu'ils ont commencé à maquiller, à traficoter leur passé. Et donc à imaginer que ils avaient toujours été des écologistes avant la lettre. Non, et donc, par exemple, il y a un monsieur qui a fait un bouquin dans lequel je trouve l'invention, parce que là c'est vraiment un phénomène typique étudié par les anthropologues, l'invention du chasseur au vénitien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ethnie absolument mystérieuse qui s'est inventée lui-même? C'est le chasseur bien de chez nous que depuis les origines, des temps immémoriaux, il s'habille avec du loden, je ne sais pas, des vêtements en laine cuite, des chapeaux comme ça, et qui prélève sobrement le gibier dans des contextes de grande sensibilité pour la protection de l'environnement. Alors, pour l'anecdote, de toute façon, il a été chopé à la fin en train de braconner un petit chevreuil, donc c'est aussi paradoxal que l'auteur de ce texte, en réalité, ait prouvé du caractère contradictoire de ces déclarations. Mais ça m'a intéressé beaucoup, ce phénomène de nécessité de repenser le passé pour le mettre en adéquation. Parce que, mis à part cette anecdote stupide que je viens de vous raconter, c'est vrai que ces chasseurs qui sont revenus étaient devenus des écologistes. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par mettre le masque de l'écologiste, et après, puisqu'ils n'avaient plus des raisons objectives pour défendre le territoire par rapport à la récolte, des choses comme ça, ils avaient intégré parfaitement cette logique. Ce qui est fabuleux sur le plan anthropologique, et on le remarque systématiquement, c'est le fait de n'être pas content du présent et avoir besoin de faire semblant, de créer quand même un mythe de fondation et d'y croire. Et c'est ça qui est très intéressant. Ça me paraît très important parce que ça explique mon étonnement par rapport justement à ces collègues qui aujourd'hui découvrent chez les chasseurs ruraux cette même représentation du chasseur parcimonieux, prudent, qui suit les animaux, et qui disent que le chasseur rural a toujours été comme ça. Vous ne pouvez pas savoir à quel point les autorités synégétiques adorent ces représentations, ces bouquins, parce que ça permet ça fait plaisir à tout le monde. Donc c'est l'invention de ce chasseur
d'autrefois, justement, qui a toujours été, contrairement au cliché qui les diabolise, qui les criminalise, qui a toujours été, je prends 2 par trop, ben la troisième c'est déjà pas nécessaire, et donc je m'arrête là. C'est vraiment un truc, je dirais presque, si je peux me permettre, un peu pétainiste, quoi, de cette idée, de cette pureté morale du rural, même sur le plan de la chasse. Ça n'avait aucun sens, dans le sens que pour le chasseur à la campagne, des animaux, et il faut voir, par exemple, les textes de ces anthropologues, ces historiens sociaux anglais qui décrivent, comme Thompson, qui décrivent Osborne, qui décrivent justement la haine que la population rurale avait pour ces chasses justement aristocratiques qui favorisaient donc la prolifération de ce gibier qui était complètement, qui ravageait les campagnes. Donc l'idée de cette protection n'est pas inhérente à la tradition synergétique. Mais alors là, il faut que j'ouvre cette parenthèse. Je vous parle de l'Italie, de la France. Je ne sais pas où situer la Suisse. Et donc peut-être que les Suisses sont différents. Je ne dirais pas meilleurs. Il se peut que les Suisses soient depuis plus longtemps pris dans une logique de protection de l'environnement, parce que c'est vrai quand même que j'avais même un étudiant allemand à Aix-en-Provence qui était vraiment un grand spécialiste de la chasse et qui me disait, mais vous savez, ici, en Allemagne, c'est pas étonnant qu'on pense que le chasseur est un écologiste. Ça leur paraît tout à fait cohérent parce que c'est vrai depuis très longtemps. Donc effectivement, ce n'est pas... mais moi, quand même, là, j'ai un bouquin que j'espère pouvoir éditer un jour, où j'ai aussi des matériaux qui concernent la Suisse, des matériaux du 19e siècle, où il semblerait que le braconnage était assez prononcé même dans ces régions-ci, et avec quand même, vous pensez, là c'est pas la Suisse, mais les logiques n'étaient pas la même. Le grand spécialiste des chamois couturier, le médecin, il a tué, pour des raisons scientifiques, 1 millier de chamois dans sa vie. Vous voyez, c'est quelque chose qui est déjà contradictoire, si vous voulez, tel que je le présente. Mais, donc, je ne sais pas où situer dans cette histoire de nord et du sud et quelle est la place de la ruralité là-dedans. Bon, ça c'est pour ce qui concerne l'Italie, si vous voulez, pour l'instant. Après, je me suis rendu en Corse, justement pour faire des comparaisons, parce que j'avais été financé par le ministère de la Culture pour faire une étude sur les frontières culturelles, justement, entre... et je me posais la question de l'alpinité. Est-ce qu'un alpin est un méditerranéen ou pas? Selon Brodel, la Méditerranée arrive jusqu'à Vienne. Donc, oui, voilà. Mais quand est-ce qu'on cesse d'être méditerranéen? Et d'ailleurs, justement, dans ce bouquin que je n'ai pas publié, je démarre, mais c'était le document que j'ai donné après à la mission du patrimoine qui m'avait commissionné la recherche. Et j'étais dans un bar, dans la cafétéria de l'université d'Aix-en-Provence, et j'étais en train de boire un café avec mon directeur d'études, Christian Converger, qui était un grand spécialiste de la chasse, justement. Et j'étais très intimidé, et donc je me suis mis à faire des gestes un peu comme ça, et donc il s'avère que j'ai renversé le café d'une historienne qui était à côté de moi, une prof, j'étais très intimidé. Et elle m'a regardé et elle m'a dit, mais vous gesticulez, vous êtes un Méditerranéen. Et je voulais lui dire, mais écoutez madame, déjà, moi je viens de Dolomites et vous avez un accent marseillais. Donc je voudrais voir si déjà à partir de ça. Et après, je voulais lui dire, mais et après, en quoi je vois des intellectuels, Jean-Pierre Néo par exemple, je ne sais pas, artiste, de personnages comme ça, on peut gesticuler même si on n'est pas forcément enfin, ça c'est crétin, mais c'est à partir de ça donc je me suis inventé une controverse, comme dans un dialogue de Platon,
dans lequel moi et cette dame, nous défendons nos positions respectives et pour mobiliser donc tous ces traités sur les races, les traités de psychologie sociale du 19e siècle. Comme ça, petit à petit, on cherche à trouver avec des matériaux en quoi consiste l'appartenance ethnique, être alpin, être méditerranéen. Mais est-ce que, et moi, à la fin de cette recherche, malheureusement, en comparant le Corse les Corses aux gens des Alpes, comme ça, je parvenais à une conclusion qui peut paraître un peu une provocation, c'est-à-dire que les frontières ethniques, de ce point de vue, n'existent pas, dans le sens que, évidemment, ici, dans les Alpes, à l'époque, on ne pouvait pas chasser de sangliers, de mouflons, parce qu'ils avaient disparu. En Corse, on ne pouvait pas chasser le chamois, évidemment. Mais en réalité, en faisant abstraction de l'espèce, on voyait que les grands clivages étaient un clivage d'ordre culturel, ça concernait les mentalités. Et donc il y avait une mentalité justement rurale et paysanne qui était portée à considérer les animaux sauvages d'une certaine manière. Et après, les élites urbaines, que ce soit de Bastia, d'Ajaccio, de Florence, je ne sais pas, de Padoue, se comportaient de la même manière. Donc en réalité, le facteur ethnique, j'avais du mal à le retrouver comme facteur d'explication d'une éthique, d'un comportement. Et donc d'ailleurs, la mission du patrimoine m'a dit, mais écoutez, on vous a payé pour parler des différences et vous nous donnez un article où vous montrez que ces frontières n'existent pas. Donc ça a été très embarrassant. Et de toute façon, ils ont aimé parce qu'ils ont publié cet article dans leur... D'ailleurs, c'est un ouvrage qui s'appelle Limite, je ne sais plus, Frontières vives, édité justement par Bromberger et autres gens. Mais ça, c'est pour dire à quel point, derrière le discours sur le rapport à la nature sauvage, à l'environnement, il y a des questions d'ordre justement qui concernent ce que les anthropologues du passé concernent la personnalité de base et des liens avec les identités ou pas avec les identités ethniques. Donc en Corse, de toute façon, pour continuer avec cette description rapide, les Corses se comportaient comme des bergers, des paysans, donc leur tendance à éliminer toutes sortes de gibier sans aucun problème était très prononcée. Et non seulement, mais contrairement à ce que les gens peuvent penser, ils ne chassaient pas tant que ça. Il y a déjà ce cliché du Corse chasseur, c'est une invention, justement, parce qu'ils étaient des grands piégeurs de grives qui chassaient, c'est un métier, et qui le vendaient après pour le marché de Nice, de Marseille, etc. Donc là, c'était... Pour le reste, dans un village comme Santo Pietro di Teglia, c'était pas un village, c'était 1000 personnes et plus. Au 19e siècle, on avait du mal à former une seule équipe de chasse. Donc c'est que les priorités dans cette société-là étaient ailleurs. On n'était pas en Sologne, ce n'était pas des régions en Alsace où le statut social est aussi lié au fait de pratiquer la chasse. Là, c'était autre chose, c'était le propriétaire terrien. Il y avait un de mes informateurs qui venait d'une famille de notables, mon grand-père, lui, il ne chassait pas, il faisait chasser. Il donnait son fusil, il dit ramène-moi des perdreaux. Donc, et alors que le mythe qui a fait suite un peu plus tard était celui, encore une fois, déjà ils sont devenus des grands chasseurs, ça c'est vrai, mais par imitation, si vous voulez. Et ce que j'ai retrouvé là aussi, c'était cette idée de cette image de chasseur traditionnel, sobre, qui lui aussi ne prélève que ce petit peu qui est indispensable pour sa alimentation. Complètement faux. Et donc, parce que j'ai toutes les preuves, ce qu'il faisait, c'était de solliciter sans arrêt le maire en disant hors saison, il y a trop de sangliers, il y a trop de grives, il faut faire une battue municipale. Et donc les battues municipales permettaient de chasser tout au long de l'année.
Et pour l'éradication, il disait l'extermination des nuisibles. Donc voilà le sentiment de la nature qu'ils avaient à cette époque-là, mais encore une fois, tout à fait justifié. Aujourd'hui, ils se sont laissés complètement prendre par ce mythe du chasseur écologiste. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont été obligés d'inventer une sorte de théorie du complot. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de gibier chez nous? Mais c'est les pieds noirs qui sont revenus. Et ce sont les Allemands parce qu'ils mettent de prendre de produits pour leur céréaliculture. Donc voilà que les grives n'arrivent plus parce qu'ils sont tués là-bas. Et après, ce sont c'était marrant parce que c'était vraiment... ce sont les pigeons rabiés. Ne peut plus venir ici parce que ce sont des Espagnols, parce qu'ils mettent des filets énormes dans les Pyrénées. Et alors on se demande pourquoi les pigeons, pour arriver en Corse, doivent passer par les Pyrénées. Mais enfin bon. Et après, ce sont les Italiens qui se mettent avec des mitraillettes. Et après, ce sont les gens du village d'à côté. Et eux, ils sont terribles. Hein, et les jeunes. Et donc on voit qu'il y a comme une sorte de poupée russe, toute une série d'ennemis du gibier qui savaient justifier l'évidence que, évidemment, en continuant à chasser à l'ancienne, justement, on ne peut pas préserver le gibier, c'était tout simplement ça. Voilà. Ça, c'est toujours autour de cette idée de l'invention de la tradition. Bon, je reste encore un peu autour de ces thèmes-là, parce que c'est ce qui m'a intrigué le plus par rapport justement à ce qu'on dit aujourd'hui. Et c'était quelque chose qui peut-être vous concerne un peu plus, c'est l'idée de à qui appartiennent les Alpes. Donc là, j'avais fait un article qui a été publié dans la revue de géographie alpine, parce que les gens ne savent pas que les Alpes appartiennent souvent à quelqu'un, dans le sens qu'elles appartiennent à des communautés, par exemple, il y a les communaux, et il y a des propriétaires. Et les forêts, en France, c'est une polémique récente, mais moi, j'avais écrit ce truc il y a 30 ans, les forêts en France appartiennent pour le 75% à des particuliers. Donc, en réalité, lorsque on se promène dans les Alpes, souvent, même de Sainte-Victoire, à Aix-en-Provence, en réalité, on a le droit d'y aller, bien sûr, c'est merveilleux. Alors que moi, en Bretagne, dès que je me déplace un instant, on me dit, mais non, mais si, monsieur, c'est privé. Je dis, mais écoutez, moi, je viens des Alpes, là, c'est privé, mais on se balade, quoi, on respire, quoi, c'est autre chose. Hein. Et donc, voilà. Et donc, il y a cette question du fait que lorsque j'accompagnais ces chasseurs, je revenais avec eux, ils cherchaient à cacher leur gibier parce qu'ils commençaient à avoir honte d'avoir tué des animaux. Et donc, ils ne venaient plus au village pour faire la tournée, montrer. Il y a ce très beau tableau qui représente dans le passé ce moment de joie, d'euphorie, et tout le village vient voir ce qu'on a pris. Et là, ils font vraiment profil bas, ils vont à la maison dans ça parce qu'ils se font gronder. Et le comble, c'est qu'ils se font gronder sur leur terre. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait, ce pauvre chamois? Et j'admirais la tolérance de ces gens qui disaient, mais écoutez, déjà, on accepte, on vous permet de vous balader ici, et donc on ne voit pas pourquoi, à quel titre. Non, c'est juste que nous sommes gentils. Et après, vous venez nous maltraiter parce que nous continuons de chasser comme on l'avait fait autrefois. Donc, c'est quelque chose d'embarrassant. Mais je me souviens qu'à l'époque, dans la revue où j'avais publié cet article, les gens n'étaient pas très contents. Tout le monde dans la rédaction n'était pas très content. Ils ne voulaient pas que ça se dise, cette histoire-là. C'est une dimension qui peut paraître un peu trop liée, un peu populiste, un peu liée à quelque chose qu'il ne faut plus dire. Parce que ça s'oppose beaucoup à la sensibilité actuelle. Après, je vais vous raconter une autre anecdote, comme ça, et après je vais passer au bout. Alors, l'autre anecdote est celle d'un monsieur dont j'avais suivi pendant quelques années quand même
l'histoire de chasseurs. Et il avait réussi à acheter une entière vallée. C'était un ancien boucher et agriculteur. Une vallée toute entière. Pourquoi? Parce que une aristocrate qui en était la propriétaire avait perdu tout ça aux cartes. Une histoire fabuleuse, si vous voulez. Donc il avait cette énorme propriété et il invitait des gens avec cette logique qui était caractéristique. Beaucoup d'anthropologues parlent de cette idée que la chasse est un lieu de dépassement des frontières sociales. Et donc la passion de la chasse justifie l'existence d'équipes composées par des gens du coin très passionnés et des notables tout aussi passionnés qui viennent d'ailleurs. Donc ce mythe de l'interclassisme que beaucoup d'anthropologues ont repris au pied de la lettre, et moi je ne suis absolument pas d'accord dans le sens qu'il y a là une vision typiquement médiévale du fait parce que ce qu'on dit aussi, c'est que dans ces équipes, donc c'est le plus humble, mais qui est un peu le chef du groupe, lorsqu'il est bon, qui peut insulter, gronder l'aristocrate, parce que dans la chasse, les classes sociales disparaissent. Alors que c'est typique d'une société très hiérarchisée de créer des moments carnavalesques dans lesquels il y a cette inversion des rôles. Donc, plus je suis maltraité, plus c'est que j'ai un poids social important. Donc, en réalité, mais le problème, c'est que beaucoup d'anthropologues qui ont travaillé sur la chasse se sont laissés influencer par cette idée de l'interclassisme. Et donc, parce qu'ils prennent justement les acteurs sociaux au pied de la lettre. C'est ça le problème. Donc, il y avait ce monsieur qui avait gagné cette vallée, il invitait ces gens-là. Après, l'État italien lui a donné de l'argent pour construire un chemin goudronné pour arriver jusqu'à sa merveilleuse baraque qui était à l'origine un truc du côté du Monte Grappa, là, enfin, on regarde vers la plaine de Venise, de Trévise, mais en hauteur. Et là, on arrivait en voiture, donc les notables ont commencé à trouver que c'était ringard, et il n'y allait plus. Et en revanche, il y avait plein de gens qui venaient de la plaine pour faire du tourisme. On mange un sandwich là, et après on repart, toujours en bagnole. Et ce qui m'étonnait, c'était que ce monsieur, à chaque fois qu'on lui posait des questions, il changeait de point de vue. Il disait, mais ici, c'est un paradis, on a été touché. Oui, parce que moi, l'environnement, vous savez. Et il y avait un autre qui arrivait et disait, mais c'est dommage quand même, c'est nouveau. Enfin, bon, à chaque fois, il disait, oui, mais d'autres qui étaient contents. Alors il disait, oui, mais ça va rouler comme un Monza, vous allez voir, j'adore la modernité. Donc, il était une sorte de trickster, justement, un personnage qui partait dans toutes les directions. Je disais, mais il ment comme un fou, ce type, non? Et après, je me suis rendu compte qu'il ne mentait pas, c'est qu'il venait d'une autre planète, de notre monde, où l'écologie n'existait pas encore. Et lui, il cherchait, c'était comme un grimpeur dilettante. Il commençait cette histoire de l'écologie, il grimpait quelques mètres, après il dévissait, il retombait à terre. Donc, d'où toutes ces contradictions. Mais ce sont les contradictions d'une société qui cherche à ressembler à ce qu'elle n'est pas, parce que le monde a changé. Donc, et là, peut-être, le moment est venu, parce que j'ai déjà parlé pas mal, il me semble, le moment est venu de passer justement à cette histoire c'est complètement différent de ce que j'avais préparé. Oui, à cette histoire voilà, on va parler du loup, mais à partir du fait que le discours, le discours a changé. Dans cette nature sauvage, le discours était ceux des gens qui avaient un discours pratique, mais aussi très chargé symboliquement, parce que pour devenir, lorsqu'il parlait de la nature, il parlait de quelque chose qui avait été dit, mais dans des variantes extrêmement riches, pendant des centaines d'années, je ne dirais pas des millénaires. Donc c'est un discours qui a une densité énorme sur le plan même symbolique. Et alors ce discours-là est en train de disparaître justement, et remplacé par un discours
qui est celui des nouveaux, voilà, des nouveaux exploitants de la nature sauvage. Et donc voilà, je m'aperçois maintenant que l'intitulé de mon intervention était justement les sylvains et les ruraux. Voilà, les ruraux, on voit à peu près à quoi ça correspond, même si justement, c'est vrai que ce qui est étonnant, voilà, j'en parlais avec une amie l'autre jour, en France, il y a toute une polémique autour de la ruralité. Qui représente le rural? C'est moi, c'est toi, c'est les chasseurs, c'est les ruraux qui avaient des ancêtres qui habitaient à la campagne. Enfin, c'est assez compliqué. Alors que les Italiens, cette question de la ruralité, ça leur fait une belle jambe. Et je ne sais pas en Suisse comment ça se passe, mais ce n'est pas la chose la plus importante de voir quelles sont les racines rurales. Non? Et donc, alors qu'est-ce que c'est qu'un sylvain? Là, il faudrait que je trouve la définition, donc je vais voir si je la trouve tout de suite. Voilà. Le sylvain, j'ai cherché dans le dictionnaire, désigne souvent un être lié à la forêt, parfois un esprit des bois, un homme-arbre, bon, ça on sait, c'est figure du folklore, quoi. Mais, et moi je retiens notamment cette dernière formule, une créature vivant en harmonie avec la nature. Voilà, et c'est pour ça que je propose cette notion de sylvain pour définir tous ceux qui vont dans les bois sans être des ruraux et qui prétendent être en harmonie avec la nature. Et donc le discours est que le rural est en train de disparaître et son discours est celui du sylvain. Alors ces sylvains, qui sont-ils? Là, vous les connaissez tous parce que nous sommes tous aussi un peu ces sylvains-là. Franchement, c'est un peu difficile à régler la chose. Dans quel sens nous sommes légitimes en tant que porte-parole des montagnes, même si nous avons eu l'occasion de naître là-dedans. Il n'empêche que ces nouveaux acteurs sociaux sont qui sont, je ne sais pas, le moniteur nature, le birdwatcher, je ne sais pas, il y a tous celui qui fait du vélo tout-terrain, et après c'est celui qui va retrouver avec des trucs électroniques, voir s'il y a encore des morceaux de la guerre de 14-18. Enfin, il y a des personnages plus variés qui sont... Et après, bien sûr, ces personnages qui m'intéressent beaucoup, ce sont ceux qui investissent psychologiquement et affectivement, comme les néo-chamans, les néo-druides. Vous voyez, il y a toutes ces figures-là, ceux qui font de la thérapie en pleine nature. Là, il y a des gourous de toutes sortes. Non, ça, ce sont ces nouvelles figures qui parlent toutes au nom de la nature. Voilà. Et donc, et après, il y a cette catégorie qui est très à la mode, qui est celle des pisteurs, donc des pisteurs d'animaux sauvages. Il faut pister le loup. Il faut pister le loup, et si on n'a pas pisté un animal sauvage, on est nul, tout simplement. Donc, il faut revenir en disant, moi, j'ai vu ça, et j'ai eu la chance. Donc, il y a toute une rhétorique qui est celle de celui qui a été, quelque part, accepté par les loups, par l'ours. Il a été vu, et donc le loup a dit, mais écoute, celui-là, il est comme moi, et donc j'accepte qu'il me prenne en photo. Il y a cette idée de cette sorte. Alors ça vient de loin, hein, parce que en plus ça copie une rhétorique typique de certaines littératures de chasse, dans le sens que vous prenez certains grands écrivains dans leur domaine, qu'est-ce qu'ils racontent? Que le chamois, que le cerf, je ne sais pas, il s'est offert, il est venu, c'était mon chamois, il m'attendait quelque part, vous voyez, et donc lorsqu'on s'est vu, on s'est mutuellement reconnus, et c'est la fin d'une belle histoire. Enfin c'est un peu atroce, mais c'est comme ça, ça a été, mais comme s'il y avait une identification à la fois, et il y a toujours cette histoire du regard.
Et donc, vous avez cette histoire, on s'est regardé, on s'est compris. Et donc, on le retrouve aussi dans la littérature anthropologique. Et donc, justement, dans l'autre bouquin qui s'appelle Il faut que ça saigne, je parlais aussi de ces personnages un peu à la frontière entre la recherche et l'aventure, qui ont vécu, par exemple, avec des loups pendant un long moment, qui ont mangé avec les loups, et même les plus raffinés, les plus vaillants ont réussi même à devenir les chefs du meute. Non, et donc, ce sont des mythes, quelque part, de rencontres avec l'animal sauvage. Donc, il y a toute cette littérature-là, et ce qui est un peu triste, mais là, je ne sais pas si ça mérite que je finisse comme ça, mais ce qui est un peu triste, c'est justement de voir comment ce discours-là est en train de prendre, de s'imposer sur ce discours local, alors que c'est un discours local qu'on n'a pas eu le temps d'enregistrer, de fixer, de mettre en valeur. Et ça, je vous dis, j'ai honte de moi, dans le sens que j'ai passé mon temps en tant qu'anthropologue à snober tout ça. Il y avait cette histoire, lorsque j'étais plus jeune, j'en voulais aux érudits locaux, par exemple, aux folkloristes, parce que ça me paraissait toujours une forme de populisme, de passéisme, avec une vision qui était celle des anthropologues comme, je ne sais pas, Morgan et Taylor à l'époque de l'évolutionnisme, des chercheurs de survivance, alors que le sens anthropologique d'un phénomène est dans la synchronie. Donc, celui qui cherchait l'origine d'un mythe comme ça, c'était vraiment celui qui n'avait pas lu Mauss, qui ne comprenait pas les bases de l'anthropologie moderne. Et donc je snobais ce truc, alors que je me suis rendu compte plus tard qu'il n'y a pas à aller chez les Nambiquara pour trouver des mondes complètement dingues, quoi, avec des gens qui ont des visions de la réalité complètement différentes de la mienne, tout en utilisant une langue qui a les mêmes, à peu près les mêmes références sémantiques, et donc que je peux comprendre. Et donc, et je pense justement, lorsque j'ai mené je pense aux vallées vaudoises du Piémont, là, j'avais un mineur qui, je ne sais pas où il avait vécu, et qui était un vieux chasseur, mais il avait 95 ans en 1983, donc il était né au 19e siècle. Donc, et donc on aurait dit qu'on l'avait sorti vraiment du congélateur pour qu'il puisse parler un peu avec moi, donc, avec une voix comme ça, et il parlait, oui, il parlait d'un monde avec toutes ces références, et tout était cohérent, parce qu'on n'était pas en train de lui dire, oui, je lui disais, vous chassiez comment, mais lui, il commençait par ça, et après il partait dans des descriptions de lorsqu'ils étaient dans ces étendues, et c'est intéressant de voir quels étaient ces repères, ces références, ces associations, comme en psychanalyse, comment cette chose-là, ça me fait penser, et il reconstituait un paysage mental qui était lointain, mais lointain comme tout, de ce discours uniforme, comme dirait Pierpaolo Pasolini, d'homogénéisation du discours contemporain. Donc, ce qui me fait, que je trouve triste, c'est que ce discours contemporain, c'est vrai qu'il y a différentes sensibilités, mais si on regarde sa structure, avec cet émerveillement pour la wilderness comme vous voulez, avec ce retour à la nature, avec toutes ces idées-là font partie d'un même cliché extrêmement plat, extrêmement répétitif, qui ne peut pas remplacer toute la variété de ces vieilles choses qui se disaient dans le passé. Le problème est que les gens aujourd'hui se sont obligés, même ces derniers vieillards qui peut-être ont mon âge par ailleurs maintenant, enfin, je veux dire ces gens âgés et qui sont encore là, qui circulent comme des météorites un peu dans oui, comme ça que personne. On ne sait pas comment les interpeller, les faire parler, et en plus le problème c'est que désormais on les a obligés à utiliser le langage justement du tournant ontologique.
je vais dire, eux, ils ne le font pas naturellement, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Mais désormais, ce discours sur voilà, l'animisme, le collectif, voilà, sur le perspectivisme, donc le fait que chacun voit les animaux de ce point de vue, tout ce jargon-là a remplacé ce discours-là, il a complètement aplati, et donc d'un côté je me sens presque réactionnaire, ringard par rapport à ça, parce que si vous voyez les gens qui parlent de la nature aujourd'hui, on glissait tous vers ce jargon. Et en même temps, j'ai comme un certain regret vis-à-vis de la disparition rapide de ce monde, alors qu'on n'a pas réussi à les fixer, voilà, et à en tirer toutes les informations possibles. Voilà, ça c'était à peu près ce que j'avais l'intention de vous dire. Donc je ne sais pas si vous voulez que très rapidement je passe en revue les images du bouquin, donc peut-être tout simplement en faisant comme ça. Alors ça, ce serait bien normal si c'était dans la Val Pusteria, là, dans ces vallées d'où viennent ces joueurs de corps, c'est que désormais, ça c'était au lac de Bracciano à Rome, dans le Game Fair, vous voyez, où c'était vraiment la foire de la mixité culturelle, si vous voulez, mais tout fait tradition, tout devient traditionnel, et toutes les traditions se mélangent sans aucun repère. Donc on s'invente des messes de la Saint-Hubert, dans des endroits de la Méditerranée où on ne connaissait pas Saint-Hubert, on ne faisait pas de messe, mais là ça devient un rite archaïque et ancestral. Donc, ça, c'est un truc normal pour donner à manger à des chevreuils et à des cerfs, là, dans la région où j'ai pris la photo, là en Vénétie. Mais justement, il y a encore 30 ans, c'était dingue de dire, mais déjà j'ai du mal à trouver le foin pour mon bétail, je ne vais pas nourrir ces parasites, si vous voulez. Donc là, ça permet de dire, vous voyez, l'ancienne tradition locale, c'est faux comme tout. Ça, c'est la marmotte chez les Vaudois, non, dans le texte de Léger. Ça, c'est un piège qu'on m'a montré en Vénétie pour prendre les petits oiseaux, qui c'est considéré comme le top de la cruauté. Et je le mets là parce que c'était au Piémont, les différences culturelles dans les Alpes, sur le plan de la technique matérielle, sont très fortes, dans le sens que la chasse aux petits oiseaux est très prononcée au Frioul, au Vénétie. Au Piémont, pas du tout. Et donc, lorsque les Italiens ont migré de Vénétie vers le Turin pour travailler chez Fiat, dans la campagne, on a commencé à voir aussi des piégeurs partout, mais c'était des gens immigrés. Ça, ce sont des belles photos que j'ai trouvées à Rome chez quelqu'un qui les montait dans la rue. C'est un gypaète. Là aussi, à l'époque, on était tout simplement content d'avoir éliminé un rapace, naturellement. C'est une autre époque. Ça, c'est la joie du retour. Et autrefois, on n'avait pas honte, vous voyez, même tout le monde est content de montrer et se prennent en photo. C'est pas obscène d'avoir tué des animaux, comme ça. Ça, c'est la mise en folklore. Là, je l'ai trouvé dans un numéro du supplément del Corriere della Sera de 1935, mais c'est bien plus ancien, parce que de temps en temps, ils remettaient les mêmes images. Vous voyez, c'est faux c'est déjà faux, mais c'est une mise en folklore déjà qui date de 150 ans, ce truc. Ça, c'est pareil. Les chasseurs, la chasse aux mouflons, évidemment, si les Corses étaient un protecteur de la nature, depuis toujours, les mouflons seraient encore là, alors qu'ils ont réussi à les exterminer complètement. Donc, ça, c'est parce que dans mon discours, là, c'est que c'est l'arrivée des notables des grandes villes en Corse et même dans les Alpes italiennes qui ont montré que c'est pas si plouc que ça d'aimer le sauvage, et le sauvage a commencé à devenir quelque chose de convoité, de devenir un status symbole. Et ça, c'est la chasse aux Corses. Ça, c'est un autre discours que je fais contre le mythe du chasseur écologiste, dans le sens qu'on oublie toujours la dimension agonistique, pour ainsi dire, de la chasse. La chasse, c'est, toi tu en es
tu es 3, mais moi je vais te montrer, j'en tue 5. Et donc cette logique détruit complètement tout le discours du chasseur qui prélève, parce qu'il y a cette dimension de la confrontation. Voilà. D'ailleurs, il disait, c'est but, voilà, moi, il met ça en relation au sport, en disant que c'est la même chose. Là c'est justement, ce sont les gens de l'arrière-pays corse qui en veulent à ceux qui habitent 15 km plus bas sur le littoral, disons qu'ils ne veulent pas les grenouilles chez eux. Donc là aussi les antagonistes, les grenouilles, ce seraient les gens du littoral qui mangent l'immangeable, parce qu'ils étaient fiers d'être des céréaliculteurs comme ça. Alors que les gens du Sud mangent les grenouilles, mangent les anguilles, mangent des trucs obscènes, les foulques, non, des choses comme ça. Là, ce sont des taxidermistes qui montrent justement, là c'est une exposition qu'ils font à Longaron, c'est dans les Alpes, tous les ans, de la chasse. Vous voyez, ce sont le loup redevient personnage central dans ces représentations. Ça, c'est un collier contre le loup, une nouveauté, vous voyez, c'est et donc, oui. Là, c'est toujours ces photos, on ne voit pas, c'est merveilleux, ces photos de ces gens c'était des gens, je pense, des gens qui avaient quand même pas mal d'argent parce qu'ils faisaient des merveilleuses chasses un peu partout en Europe. Là, c'est une femme chasseresse, c'est pas si fréquent que ça, mais c'était un truc à la Karen Blixen, si vous voulez, comme ça. Et là, c'est le folklore. Désormais, tout le monde a besoin de sa trompette, même là, dans les endroits où ça ne sert strictement à rien, non, il faut communiquer. Et là, c'est cette belle photo que j'ai mise à la fin. Vous voyez, on dirait vraiment Scott Fitzgerald, une histoire de ces couples, un peu, voilà, comme dans les romans de Karen Blixen, mais là aussi, ça déconstruit complètement le mythe du chasseur écologiste. Là, tous ceux qui ont vu, bien évidemment, ils les ont attrapés. Et la chasse était justement ce monde où on peut faire ce qu'on veut. C'est ça aussi que les gens oublient, que c'est le régime vraiment de la chasse était celui, je dois être sérieux dans mon travail, mais finalement, comme au carnaval, lorsque j'ai quitté, il y a un moment, oui, dans ce moment-là, je peux me lancer dans la hubris, dans le dépassement des frontières et tout ça. Et donc, et après, la dernière, c'est juste qu'il y a ces objets qui sont de plus en plus chics et à la mode, parce qu'ils sont très jolis, ce sont des appelants. Mais je me demande quel est le statut de ces appelants-là aujourd'hui, parce que est-ce qu'il faut les considérer comme des beaux exemples de créativité populaire, ou comme les traces d'une tendance perverse à piéger ces non-humains dans un contexte de suprématie de l'humain sur autre que l'humain. Vous voyez, donc le monde change et on peut être un peu perdu par rapport à ça. Voilà, c'est la fin des images. Merci. Donc, si quelqu'un veut réagir, par exemple en me disant en quoi les Suisses sont complètement différents par rapport à ce que je présentais. J'ai juste deux remarques. Oui. Je ne vais pas me lancer dans la différence avec les Suisses, ou pas. Mais c'est sur un de vos derniers points sur le regard homme animal, le fait d'être vu ou de voir. J'ai une citation de Vinciane Desprez, je ne sais plus dans quel bouquin, qui dit en fait on va au zoo pour être vu et pas pour voir. On pourrait se rapprocher. Et sinon, ça m'a fait penser à l'avant-dernier bouquin de Nastasia Martin, sa rencontre avec l'ours, qu'elle utilise aussi dans les deux sens en fait, qu'elle mythifie en quelque sorte. Voilà, c'est justement parce qu'effectivement, je fais un peu référence à ces, comment dire, pour faire un petit détour, parce que sinon il y a justement
la notion de auteur, comme elle la présente, par exemple, Roland Barthes. Non, le auteur est quelqu'un, c'est Gilles qui parle de ça, dit l'auteur est quelqu'un qui fait école. Non, et donc, à partir de, ce n'est pas seulement un écrivain, c'est quelqu'un qui s'invente un style, une narration, justement, un mode de dire, et donc un univers, un paysage, une manière d'argumenter, et qui deviennent, et donc on fait ça à la manière de. Et donc pour nous, l'auteur était, je ne sais pas, à un moment donné ça a été Lévi-Strauss, et donc on faisait tous à la Lévi-Strauss. Aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure, Descola, c'était comme ça, et c'est vrai qu'il y a des auteurs aujourd'hui qui font école aussi, et ce sont exactement les deux que vous venez de citer. Évidemment, moi, implicitement, je fais référence aussi à Morisot, qui donc, voilà, je ne saurais pas, j'apprécie, évidemment, ce sont des gens d'une très grande qualité, donc, et ce qu'ils disent est extrêmement intéressant, et en même temps, je me sens, c'est par rapport à ça que je me sens vraiment très ringard, mais je garde ma ringardise d'un certain point de vue, dans le sens que, d'un côté, je trouve que, voilà, oui, que c'est une écriture qui a d'ailleurs des précédents illustres, parce que derrière ça, il y a l'auteur par définition, par rapport à ça, est Konrad Lorenz. Konrad Lorenz qui a montré à quel point c'est intéressant de parler de quelque chose de scientifique en faisant une narration personnelle de la rencontre avec sa loup, sa chienne bergère, avec ses canards et comme ça. Et donc c'est à partir de ça qu'on a glissé vers ce type d'écriture-là. Donc c'est une écriture... et après, voilà, je ne pourrais pas trop commenter Vincent Després, Nastasia Martin et Morisot, mais par rapport à Descola, que je trouve vraiment paradigmatique par rapport à ça. Moi, la plus grande estime de Descola, je trouve qu'il est vraiment quelqu'un qui, ne serait-ce que parce qu'il a créé quelque chose qu'on a envie de contester, mais il a créé vraiment, oui, une manière extrêmement riche et précise de repenser le rapport à l'animal. Il n'empêche que justement, là aussi on se retrouve, c'est pas tellement Descola, mais c'est plutôt l'usage qui est fait de lui, et donc je pense aussi de Morisot, de Nastasia Martin, mais de ces auteurs-là qui deviennent qui cautionnent un certain regard, une certaine manière de raconter les choses, qui, à mon sens, ne cohabitent pas plus avec d'autres manières, mais est en train de les remplacer. Voilà, c'est ça un peu le problème. Oui, moi, ce que je trouve justement, plutôt que d'appeler ringardise, je trouve qu'il y a un certain courage dans votre position, c'est-à-dire d'oser montrer actuellement, où c'est tellement à la mode justement, cette espèce de tournant ontologique, d'oser montrer qu'en fait ça écrase des points de vue singuliers qui sont justement, qui peuvent être rendus visibles à partir de tous les indices que vous avez relevés, qui sont seulement possibles, une observation seulement possible à partir d'une ethnographie soignée de contexte et puis qui prend en compte toute la diversité des acteurs. Et moi je trouve qu'actuellement, parce que quand on voit avec Mélanie, on a souvent été à Vidi justement voir tout ce qui est mis en scène sur ce théâtre ultra moderne et branché, où justement on nous montre ça justement, toute cette espèce d'abolition des frontières entre l'homme et l'animal, on parle de ça. Et puis je trouve que ce que vous nous montrez, justement en mobilisant des notions comme l'invention de la tradition, justement avec toute cette question d'idéologie, avec la profondeur historique aussi que vous allez rechercher, moi je trouve que c'est plutôt du courage que de la ringardise. Et puis c'est ça que j'aimerais dire. Et puis la deuxième chose, j'aimerais bien vous entendre, puisque vous êtes là, parce que j'ai lu dans les incidents heuristiques, j'ai lu en fait votre mouvement d'humeur contre le tournant ontologique, quand vous avez dit, mais après tout, quand on voit la sentimentalité, la proximité affective entre les bêtes familières et puis l'humain,
vous avez quand même soulevé ce qui est le grand tabou de notre époque, c'est la zoophilie, justement. Oui. Alors j'aimerais bien vous entendre par rapport à ça, parce que c'est vraiment là que va se décider si ces fameuses frontières, elles persistent ou bien pas. Parce que je crois, un fait divers, en Allemagne, je crois qu'un chien, un Allemand a épousé son chien ou sa chienne. Donc, à un moment donné, si on pousse, moi c'est ce que j'aime dans la démarche que vous faites, c'est que justement, à un moment donné, on réfléchit, on ne se laisse pas, justement, j'aime bien cette notion où ça recouvre des points de vue, et puis il y a une forme de terrorisme qui fait que ça ne peut plus émerger. Et puis, d'autant plus dans l'exposition, Mélanie, tu as montré aussi comment il y a des contes de fées qui sont réécrits, où on fait des loups herbivores, où ils deviennent tout gentils. Alors il y a toute la question aussi de l'initiation des enfants à la violence par le conte de fées. Tout ça est en train de se politiser au nom d'un politiquement correct, vraiment. Et ça, je trouve que j'appellerais pas ça un ringardisme. Mais évidemment, alors, ça suscite des déconvenus. Voilà, Mais, je suis content que quelqu'un puisse aller un peu dans cette direction, donc c'est très gentil ce que vous dites, et je suis d'accord avec vous, dans le sens que, voilà, je parle du dernier point. Et là, il y a une revue avec laquelle j'ai eu l'occasion de collaborer pendant un long moment, et je me suis aperçu que dans les derniers éditoriaux, on propose justement ce que vous êtes en train de faire remarquer, c'est-à-dire que on pense que pour la bonne cause, on a le droit même, et là ce sont des spécialistes du folklore, du conte, de la littérature orale, on a le droit de revenir sur ces récits anciens, évidemment, qui ont été aussi comme limite, qui ont eu toutes leurs variantes, etc., mais avec un noyau dur quand même assez... qui va dans le sens pédagogique que vous êtes en train d'évoquer. Et là, on dit qu'au nom du politique, on ne dit pas au nom du politiquement correct, c'est moi qui je le dis, mais on dit que non, il vaudrait mieux, on a le droit aussi de le réinterpréter pour proposer des lectures différentes, et donc on édulcore, on fausse tout simplement l'éthologie, dans le sens qu'on fait tenir au loup, par exemple, un comportement absolument incompatible avec son éthologie à lui. Donc, et ça, c'est quelque chose qui, je pense, qui me fait peur, dans le sens vraiment de cette tentative de tirer même la vérité, donc, mais en jouant sur le pluralisme, parce qu'on dit oui, il y a cette variante, il y en a aussi d'autres, mais c'est une manière assez diplomatique, mais hypocrite aussi, pour dire petit à petit, de toute façon, ça doit disparaître, ce truc-là. Et donc, et la zoophilie, alors là, parce que j'avais fait un article dans une revue canadienne sur la zoophilie, justement, et donc je finissais justement faisant référence à ce paradoxe que si les antispécistes étaient vraiment convaincus de la profondeur de cette idée selon laquelle il y a que la frontière entre l'humain et l'animal, disons, le non-humain, est une pure construction, parce qu'eux disent que la frontière entre les humains et les animaux et les autres animaux est tout aussi arbitraire que le racisme ou que le masculinisme. Mais donc, si c'était vrai, ceux qui prétendent, ce serait normal qu'ils se marient avec justement des animaux, puisque de leur point de vue, la frontière n'existe pas. Et ils devraient même, quelque part, encourager cette forme de démonstration que la frontière n'existe pas. Donc, je le dis évidemment de façon paradoxale et polémique, mais je pense que c'est une... Et après, je finis, mais là, avec une référence, justement, dans cet article, à quelque chose qui n'est pas... qu'il ne faudrait pas dire, dans le sens que je fais référence à René Girard. Alors, et je dois dire qu'aujourd'hui, ces derniers temps, c'est devenu quelque chose d'absolument... en France, lorsque je suis arrivé, c'était déjà impossible de parler de Girard sans être considéré comme un réactionnaire terrible, non ?
alors que moi je l'avais lu en Italie et je n'avais jamais été à l'extérieur, loin de là, et je trouvais pas du tout ça dans sa théorie sur la violence. Et donc j'ai continué à le lire tranquillement, quoi. Alors que ici, c'est considéré comme... mais c'est parce qu'il y a aussi des rivalités entre écoles anthropologiques en réalité. Il n'empêche que je finis avec Girard qui dit que la violence, c'est une banalité, mais que l'abolition des différences ne neutralise pas du tout la violence. C'est bien le contraire. Le fait qu'il n'y ait plus quelque chose qui dit il y a des confins, des marges à respecter, qui peuvent changer bien sûr d'une époque à l'autre, mais le fait qu'il n'y ait plus des catégories, tout simplement, des répertoires, donc des règles, est à l'origine de ce qu'il appelle justement la crise mimétique. Tout le monde prétend tout le monde se ressemble, et donc on va s'entretuer. Et après, donc, il faudra trouver un bouc émissaire pour faire en sorte que cette violence se projette sur quelqu'un d'autre. Donc, voilà, je suis sensible aussi à cet argument de la zoophilie. Après, je me souviens de la première question. Ouais. Moi, je ne peux pas vous décevoir, je ne peux pas m'exprimer sur la Suisse parce que je viens des vallées vaudoises. Mais ma question est si vous avez aussi inquiété éventuellement comment ces images rentrent dans la législation, parce qu'il me semble que le chasseur écologiste est bien entré dans la législation italienne, pour que le Parlement a approuvé le dessin de loi sur la nouvelle réglementation sur la chasse. Est-ce que... alors, je ne sais pas, dans le sens que... C'est intéressant, je n'ai pas... non, vous pouvez me dire mieux en quoi s'agit cette lettre, parce que moi je n'ai pas suivi trop le débat. Moi aussi, j'ai juste vu sur les nouvelles, mais ça... Parce que la nouvelle que j'ai lue ce matin même, c'est qu'il y a un grand conflit avec les nouvelles propositions du gouvernement actuel. Parce que moi j'ai toujours dit aux Français, écoutez, les Italiens, ils sont très exubérants, et pourtant, ils ont réussi à se donner 3 ou 4 jours où ils ne vont pas à la chasse, c'est interdit. Et je suis étonné qu'en France, ce soit si difficile que ça, alors que vous êtes bien plus, comment dire, plus respectueux des lois. Et donc, je faisais cet exemple, mais je me trompais, dans le sens que ce que j'ai lu ce matin, c'est que, mais j'avais entendu parler de ça, que le gouvernement actuel a proposé une réformulation de la loi qui va permettre de chasser même dans le parc naturel où c'était interdit auparavant. Parce que c'est cette image effectivement de chasseurs écologistes, c'est-à-dire que ça devient une activité à support de l'environnement. Oui. Au moins les titres des journaux, oui, mais ça, je pense que... Je n'ai pas lu tout le dessin de loi. Oui, ben voilà, c'est-à-dire que comment les inventions et les images entrent aussi dans les lois, ou vice-versa. Mais moi, je pense que la loi, lorsqu'elle intègre l'idée du chasseur comme responsable de l'environnement, a sa légitimité. Dans le sens que moi, je pense que le chasseur actuel, effectivement, a appris toutes ces choses qui concernent l'environnement, il les a intégrées en bonne partie, et effectivement, il peut jouer un rôle intéressant à plusieurs titres. Donc, je ne voudrais pas le diaboliser. C'est qu'en France, ça peut prendre, et en Italie aussi naturellement, mais en France c'est plus structuré, il peut prendre des formes d'une très grande ambiguïté. Par exemple, le président de la chasse avait encouragé une initiative parlementaire, même à l'époque du Covid, pour faire en sorte que ce soit des formations de chasseurs qui circulaient dans le bois pour élever des contraventions de ce genre. Donc j'ai dit, mais écoutez, déjà, les chasseurs se font détester par tout le monde. Si après, vous les transformez dans des gardiens, donc ça fait penser à des époques terribles avec ces équipes paramilitaires qui circulent pour restaurer l'ordre. Voilà, donc c'était quelque chose de très, très embarrassant. Donc il y a cette tendance, mais que les chasseurs disposent d'informations très précieuses
et qui fassent aussi de leur mieux pour la préservation de certaines espèces. Moi, je pense que c'est vrai. Et d'ailleurs, le retour des chamois et de tous ces animaux dans les Alpes a été, vient même dans la région des ACCA en France, Association de chasse communale agrégée. C'est autour des années 50-60 qu'on a commencé à faire ça, et c'est à partir de ce moment-là que tout ce gibier est revenu. Donc là, ce sont bien des initiatives liées aux chasseurs qui ont commencé à vouloir préserver leur territoire. Donc ce qu'ils ont fait, c'est de mettre en relation le chasseur avec un territoire spécifique et donc le responsabiliser. Alors qu'autrefois, il y avait par exemple en Italie, là au Piémont, dans les vallées vaudoises piémontaises, il me disait, mais là, il y avait, dans les années 50, il y avait Fiat qui louait des cars à Gênes et à Turin pour amener tous les ouvriers chasser le samedi dans les vallées vaudoises. Donc ils arrivaient, on voyait à la fin de la journée des gens avec des femelles de coqs de bruyère, c'était le désastre. Et donc à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas, sous prétexte qu'on est tous des montagnards piémontais, faire en sorte que même les gens de Turin puissent venir chasser ici. Donc petit à petit, dans cette construction d'une barrière liée et de responsabilisation du chasseur par rapport à son territoire, je pense que là, c'est vrai qu'ils sont bien plus responsables que le promeneur qui arrive avec son chien, il fait son petit tour, il regarde à droite à gauche et après il le fait partir sans aucun problème et qui va avoir des conséquences écologiques considérables. Donc oui. On peut continuer la discussion, on va servir un petit apéro et puis on continue s'il n'y a pas de questions. Je voulais juste, c'est une remarque de spectatrice, parce qu'on habite le Val-Ferret, puis on est entouré de personnes qui habitent là depuis très longtemps et qui sont des vieux. Et bien avant la chasse, il y a des jumelles, même les non-chasseurs. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un lien très étroit entre chasseurs et braconniers. Ah, vous pensez qu'il y a une grande différence? Oui. Ils sont très proches. Et parfois, ils se chevauchent. Vous pensez que... Oui. Non, qu'ils ne sont pas très différents, mais non. Que les deux... Ah oui, moi aussi, je... Oui. Il y a dans les yeux et le désir qu'ils ont avec une bête qui bouge, c'est impressionnant. Ouais. Mais il faut reconnaître quand même, je ne sais pas comment les choses se passent ici, mais je pense que ça doit être pareil, dans le sens qu'il faut reconnaître que cette chose que vous dites est absolument archi vraie, parce que si on connaît un peu, sauf si l'ethnologue va poser des questions comme ça, et ils vont lui répondre, oui, nous avons toujours été des grands respects. Après, bon, c'est ça le problème, que les recherches contemporaines se basent sur cette chose-là. Alors que si on les connaît un peu différemment, on les voit le bar, il suffit d'être là une soirée pendant qu'ils commencent à parler, et on voit très bien qu'est-ce qui se casse. Il n'empêche que sur le plan objectif, statistiquement, il y a une régulation. Il y a une régulation objective, dans le sens que les animaux sont là, donc tant bien que mal, les résultats sont réels. Je pense qu'ils sont de plus en plus responsables aussi alors, je ne sais pas en Suisse, mais... mais c'est par vallée, hein, c'est tellement... Ah oui, ça dépend. Je pense. C'est très... Par rapport à... Oui, je voulais juste rebondir, j'ai juste un petit exemple. Le village où j'habite, on a encore un groupe de chasseurs qui se montrent vraiment. Et quand ils partent à la chasse, ils réunissent les voitures, ils font du bruit à 4 h du matin. Et puis après, ils alignent leurs bêtes visiblement entre les maisons. Donc il y a encore vraiment, c'est très très fort. Quoi. Ah oui, ça existe. Ça existe encore, ça. Ah oui, d'accord. Oui. Et eux, il ne faut pas leur parler d'écologie. Moi, je passe pour la monstre écologiste. Il ne faut pas leur parler d'écologie. Non, parce que quand je leur dis, mais des fois, hier encore, à un de ces chasseurs, je lui dis, mais pourquoi tu arroses ton gazon sans cesse alors qu'on est à la limite de la pénurie en eau?
oh, toi, t'es une écologiste, tu comprends rien à la nature. Ah Voilà. oui, d'accord. Tu comprends rien à la nature. Voilà. Ah oui, donc, ils ne font pas le double discours, je suis écologiste et chasseur, Non, mais non, ils prennent non, dans non, C'est plutôt politique. Hein? Ah oui. Oui. Plutôt politique. Et puis, on a un politique, nous, chasseurs, là, qui justement dit le contraire de ce que vous dites, c'est que lui, il prône la chasse interclasse. Je viens avec tout le monde à la chasse. Ben, c'est ça, la Et il le position. fait, oui. Et il le fait, il le pratique. Mais oui, mais d'ailleurs, j'ai vu qu'en France, parce qu'on m'a proposé de parler en public de ces choses-là dans le passé, après les chasseurs ne m'ont plus invité. Mais moi, je le répète, je n'ai absolument rien, je n'ai rien contre la chasse, mais loin de là. C'est que je dis des choses comme, par exemple, je dis que les chasseurs, donc j'ai dit justement que les chasseurs ont quand même permis le retour du gibier, je le crois vraiment. Mais je dis aussi que ce chasseur ivrogne qui tire sur des canettes de bière comme ça n'est pas rarissime, qu'il existe aussi. Ça fait partie Et là, cette chose-là, on ne peut pas la dire parce qu'il faut dire le chasseur comme s'il n'y en avait qu'un. Et tous les chasseurs sont bien, il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de différence de société. Et ça, c'est le discours des gestionnaires politiques, justement. Lorsqu'ils entendent qu'on dit, bon, ça dépend, ça, je ne veux pas l'entendre. Moi, je voulais partager, je vais une anecdote suisse, mais une anecdote justement. Pardon, vous pouvez parler un peu plus. Oui, bien sûr, je vais partager une anecdote. Donc, moi, j'ai beaucoup fait, j'ai fait une résidence artistique dans la région du Loiret, en centre Val-de-Loire, où il y a effectivement ce rapport au rural, où tout est rural, mais je me suis retrouvée avec des jeunes qui sont simplement pas de Paris, de Lyon, de Marseille, et qui chassent beaucoup. Et notamment, donc j'ai fait une résidence avec des jeunes qui étaient en carrosserie, qui faisaient un apprentissage de carrosserie. Et je me souviens de ce moment où un jeune qui était donc, considéré comme rural, mais pas du tout rural dans son quotidien, etc., qui était plutôt quelqu'un qui faisait du tuning, et qui arrive vers moi, donc j'étais encore en tout début de ma résidence, et puis il me montre une photo, et je vois quelque chose de dégoûtant, je ne comprends pas très bien ce que c'est, et il me montre que fièrement, mais aussi de manière un peu provocatrice, ce sont des couilles de sanglier. Et là, je me suis vraiment dit, je suis en train de vivre un grand moment que je devrais pouvoir à un moment donné théoriser ou faire quelque chose de ça. Et je me suis demandé, à part l'anecdote de ces couilles de taureau, où en fait je pense que dans ma réaction, je les satisfais, parce que je lui ai vraiment demandé, mais au fond, pourquoi tu me montres ça? Elles étaient des couilles de quoi? De taureau ou de sanglier? Non, pardon, j'ai dit taureau, mais de sanglier, de la chasse. Ouais, pardon, c'était un résultat de sa chasse. Et je me demandais si c'est quelque chose qu'à un moment donné, dans vos recherches, vous avez thématisé, c'est-à-dire ce moment de proximité avec ce qu'on ramène de la chasse, qui n'est pas forcément, c'est-à-dire je me suis dit, oh, ces couilles de sanglier, cette image-là, je devrais en faire quelque chose. Et je me disais, qu'en ferait un anthropologue? Et puis le côté viriliste. Le côté viriliste. Le côté viriliste, absolument. Mais donc, mais il les avait depuis combien? En fait, ce que je trouvais ce que j'ai trouvé intéressant, au-delà du fait que bien sûr il y a ce côté du sanglier, qu'il avait ses couilles de sanglier, mais c'était qu'en fait c'est ce qu'il cherchait à me dire, qui était, je pense, plus complexe que regarde, je suis un homme qui a. C'était plus complexe que ça. C'était comment est-ce que je trouve qu'il y avait quelque chose qui se jouait entre urbain justement et il voulait voir si j'allais réagir, pourquoi il était. Mais ouais, que j'allais le prendre pour un plouc par exemple, parce qu'il voulait, c'était le baptême du feu, mais parce que de toute façon pour lui j'étais même plus particulièrement, j'étais tellement extraterrestre que je pense qu'un truc de genre ne se jouait pas. Au pire, je ressemblais à ce que sa mère aurait pu être dans un autre monde, mais j'avais pas l'impression, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était au-delà de cette question de genre, de virilité, etc., mais plus de. Est-ce que je vais te choquer ou est-ce que tu vas trouver chelou? En fait, une sorte de provocation. Mais ça je vais les mettre dans mon blog de demain, peut-être. C'est très intéressant. Mais parce qu'il y a un article célèbre de Claudine Fabre-Vassas sur justement ça, non, sur le fait du fait que dans le Languedoc, mais pas que là, dès que le sanglier est tué, il faut immédiatement le castrer parce que sinon, selon la croyance locale, ça répand ce qu'on appelle le férum dans l'ensemble de l'animal et donc la viande devient immangeable. Et donc, mais après, Claudine Vassas
montre l'usage symbolique qui est fait de ces couilles-là. Et donc, il montre que ça permet de caractériser les plus sauvages, disons les plus proches de l'état sauvage chez les chasseurs, tout le monde. Parce qu'après, elle dit, mais qu'est-ce qu'elles deviennent? C'est la question que je voulais vous poser, que vous auriez pu lui poser, vous ne l'avez peut-être pas fait, mais qu'est-ce qu'ils en font après? Et normalement, justement, dans la région là-bas, il y a quelqu'un qui les mange, non? Il les mange, et donc ça permet justement de renforcer cette identité en rupture avec le domestique, voilà, c'est le comble de la sauvagerie, et donc ça permet, comme une sorte de communion, de faire en sorte que le groupe des chasseurs s'identifie, enfin, renforce son identité. Et après, il y a toute une série de croyances autour du fait. Mais j'ai trouvé ça dans les Alpes vaudoises par rapport au renard. Là, l'idée, c'est que cet odeur de sauvage, le type interviewé par Claudine Varsas, il lui dit, et après, avec un couteau, on a coupé les couilles du sanglier, le couteau aura toujours cette odeur à jamais. Mais le comble, c'est que lorsque j'ai posé, on parlait des gens qui mangent le renard dans les Alpes vaudoises, et là aussi, là c'est un cuisinier, et il m'a dit, mais tu ne dois pas dire ça, parce que les gens, et en plus c'est vrai, il m'a dit, on a cuit du renard dans les casseroles, et ils disent qu'une fois qu'on a cuit le renard dans la casserole, l'odeur restera là à jamais. C'est presque magique, justement. Et donc, il y a cette idée de quelque chose qui va au-delà de la physique et des sciences objectives, qui devient presque magique. Mais ça m'intéresse parce que justement, ce qui manque dans l'analyse de ma collègue, qui est un texte d'une beauté extrême, et c'est justement le fait de penser qu'il y a aussi cette dimension viriliste là, qui n'est pas quand même une chose si invisible que ça. Juste, oui. C'est du très pratique. Vous avez déjà mangé du sanglier? Ah ben oui, moi je mangeais presque tout. Ouais, mais je n'ai pas. C'est très fort. Vous trouvez? Ah oui. Oui, ça dépend de beaucoup de. Ça dépend. Vous avez mangé un vieux sanglier peut-être? Non? Peut-être, mais moi je peux tout à fait m'imaginer que ça imprègne les outils de cuisine. Il n'y a pas qu'un côté d'imagination, de fantasme, je ne sais pas quoi dedans, ça imprègne vraiment fortement. Non, mais je pense que ça doit. doit. Le testicule, ça doit sentir un peu. Oui, oui. Oui, c'est sûrement. Sûrement peut-être à une époque où les plats étaient plus poreux. Je pense qu'il y a aussi ça, c'est peut-être qu'à un moment donné, ça imprégnait beaucoup, mais qu'en fait c'est resté comme c'est devenu magique alors que c'était du pratique. Oui, c'est possible, mais nous, les anthropologues, nous aimons toujours imaginer qu'il y a quelque chose qui vient d'une autre manière de penser les choses. Et après, bon, que ce soit... De toute façon, la manière dans laquelle la chose est présentée ouvre la porte à l'imaginaire, comme ça, oui. Ouais. Ça fait penser à l'odeur de parenté des théologiens. L'odeur de parenté, Françoise Héritier décrivait combien, pour éviter l'inceste, il y avait des degrés de parenté qui permettaient à un moment donné, dans les générations descendantes, de voir à partir de quand on n'était plus suffisamment cousins pour que ça devienne incestueux. Et puis elle avait trouvé, je ne sais plus chez quel père de l'Église, vraiment la notion d'odeur parenté, comme si c'était une sorte de substance. Je crois que c'est ça qui lui a donné aussi l'idée. Non. C'est comme si c'était une substance un peu invisible qui se transmettait comme ça, puis à un moment donné, ça se dissout, alors les mariages sont possibles. Donc ça, c'est très bon, c'est très bon. Elle avait toute cette idée d'odeur de parenté, comme s'il y avait une substance. On continue autour d'un verre? Oui. Merci beaucoup. Merci.
Merci.